Bonsoir à tous et bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Donc je suis ravie de vous retrouver pour toujours poursuivre la lecture de 1 personne et 100 000 de Paolo Pirandello. Et c'est sans plus attendre que j'aborde le chapitre 4 qui s'intitule La Grande Route. La Grande Route faisant partie donc du livre 4, de 1 personne et 100 000. Donc c'est sans plus attendre que je poursuis la lecture. En attendant, eh bien, je vous souhaite tout simplement un agréable moment en ma compagnie. Il me fallait donc aller à la banque au sujet de ces papiers que réclamait le notaire. Sans doute il m'appartenait, puisque la maison était à moi, et je pouvais en disposer. Mais si vous y réfléchissez, je n'aurais pu me les procurer, bien qu'ils fussent à moi, qu'en les dérobant ou en les prenant de force à cet autre qui, aux yeux de tous, était leur légitime propriétaire. Je veux parler de M. l'usurier Vitangelo Moscarda. Pour moi, l'évidence s'imposait, car je voyais M. l'usurier Vitangelo Moscarda vivant dans les autres et non en moi, mais pour les autres, qui, au contraire, ne voyaient en moi que cet usurier. Je me rendais à la banque afin de me voler ces papiers à moi-même, ou de me les arracher des mains par un geste de violence insensé. Pouvais-je dire que je n'étais pas moi? Ou que j'étais un autre? Impossible de motiver de quelle façon que ce fût un acte que j'accomplissais précisément pour qu'il apparût incohérent et opposé à l'idée qu'on se faisait de moi. Je continuais à avancer, comme vous voyez, tout à fait conscient, sur la grande route de la folie, qui était précisément celle de ma réalité, telle qu'elle s'étendait désormais devant moi, avec les diverses images de moi, vivantes, reflétées, et qui cheminaient à mes côtés. Mais j'étais fou, justement parce que j'en avais cette conscience lucide et à multiples reflets comme un miroir. Vous qui, en affectant de l'ignorer, vous engagez dans cette même voie, vous êtes les sages, et d'autant plus sages que vous criez plus fort à vos compagnons de route. Moi ? Moi, ainsi ? Mais c'est toi l'aveugle, c'est toi le fou. Chapitre 5. Violence arbitraire. Le vol, cependant, n'était pas possible, du moins pour le moment. Je ne savais où se trouvaient ces documents. Le dernier des employés de Fierbo ou de Cantorzo était plus le maître que moi, dans cette banque. Quand j'entrais, convoqué pour une signature, les employés ne levaient pas le nez de dessus leur registre. Et si quelqu'un me regardait, je lisais clairement mon peu d'importance dans ses yeux. Cependant, c'était pour moi qu'ils travaillaient tous, avec tant de zèle, pour contribuer à la diffusion de ma fâcheuse réputation d'usurier dans le pays. Personne ne se doutait que loin de leur savoir, que de leur en savoir gré, et de vouloir les réjouir de mes louanges, je me sentais au contraire profondément ulcérée. Ah, l'aspect morne, sévère et ennuyé de cette banque. Toutes ces cloisons vitrées qui couraient le long des 3 salles en enfilade, cloisons de verre poli, chacune pourvue de guichets jaunes, du même jaune que la corniche et que les châssis encadrant les larges carreaux. Ça et là, de taches d'encre, ou une bande de papier aveuglant le trou d'une vitre. Et ce carrelage de vieilles briques en terre cuite, usé en son milieu tout le long des 3 salles devant les guichets. Triste corridor avec dans chaque pièce une double enfilade de vitres poussiéreuses, celle des cloisons d'une part, celle des 2 larges fenêtres de l'autre, et ces alignements de chiffres à la plume, au crayon, sur les murs, sur les tables maculées d'encre placées entre 2 fenêtres au-dessus des corniches encaillées d'où pendaient de vilaines toiles d'araignées enfumées, véritable poche de poussière. Partout, un relent de moisie se mélangeait à l'âcre odeur des paperasses empilées sur les registres et à la sécheresse qu'exhalait le calorifère du rez-de-chaussée. Oh, la mélancolie désespérée des chaises de forme désuète près des tables. Personne ne s'y asseyant, on les laissait là, déplacés. Et ces pauvres sièges inutiles ressentaient certainement l'humiliation d'un tel abandon. Que de fois, en entrant, j'avais eu envie de demander « Mais pourquoi ces chaises ? Pourquoi sont-elles condamnées à rester là, puisque personne ne s'en sert ?» Mais je m'étais abstenue, non pour m'être avisée qu'en pareil lieu, l'apitoiement sur le sort des chaises semblerait à tout le monde surprenant, peut-être même cynique,
Je m'étais, dis-je, abstenue parce que si infime préoccupation aurait paru extravagante à quiconque savait combien j'avais peu le souci des affaires. Ce jour-là, en entrant, je trouvais les commis rassemblés dans une salle du fond. De temps en temps, ils riaient aux éclats. Ils assistaient à une dispute entre Stefano Fierbo et un certain Turolla, le souffre-douleur de tous, et dont on raillait jusqu'aux vêtements. La pauvre Turolla soutenait qu'une jaquette longue l'aurait fait paraître encore plus petit. Lui qui l'était déjà tellement. Il disait vrai, mais trapu, courtois et solennel, avec ses grandes moustaches de brigadier, il ne s'apercevait pas combien sa petite jaquette qui lui découvrait le derrière le rendait ridicule de dos. À présent, prêt aux larmes, mortifié, congestionné, fustigé par les rires de ses collègues, il leva un petit bras et se risquait à dire à Fierbo: « Oh, mon Dieu, comme vous prenez mal ce que je vous dis !» Fierbo lui cria en plein visage en le secouant furieusement par son bras levé: « Mais qu'en sais-tu, hein? Que sais-tu? Tu ne saurais même pas tracer un O avec le pied d'un verre. Pourtant, tu es rond comme lui. » Je finis par comprendre de quoi il s'agissait. Quelqu'un demandait un prêt à la banque, présenté justement par Turolla, qui se portait garant de sa probité alors que Fierbo en doutait. Un sursaut de révolte me souleva. Comme on ignorait la torture secrète de mon esprit, personne ne put en comprendre la raison. Et l'assistance frémit quand, bousculant 2 ou 3 employés, je criai à Fierbo: « Et toi, de quel droit veux-tu imposer ainsi ta façon de voir ?» Fierbo, interloqué, se retourna pour me regarder. Et comme s'il n'en croyait pas ses yeux, en me voyant ainsi tout près de lui, cria à son tour: « Tu es fou !» La fantaisie me prit, je ne sais trop pourquoi, de lui jeter à la face une riposte cinglante qui pétrifia tout le monde. « Oui, comme ta femme que tu obligeais de tenir enfermée dans une maison d'aliénés. » Je le vis pâlir, et son visage se crispa. « Tu dis, je suis obligée ?» Je haussai les épaules, ennuyée de l'effarement général, et en même temps, en prenant conscience de l'inopportunité de mon intervention, je répondis doucement: « Eh oui, tu le sais bien. » Et comme si, après ces mots, j'avais été soudain, changée en pierre, je ne parvins plus à entendre ce que me criait Fierbo entre ses dents serrées avant de sortir avec fureur. Je me rappelle que je souriais pendant que Quantorzo, survenu au bruit de l'altercation, m'entraînait dans le petit bureau de la direction. Je souriais pour prouver que la violence était inutile et que l'incident était clos. Et pourtant, je sentais qu'à ce moment, pendant que je souriais, j'aurais pu tuer quelqu'un, tellement l'attitude sévère de l'agitation de Quantorzo m'exaspérait. Je promenais mes regards autour de moi, dans le bureau directorial, ahuri de constater que l'étrange vertige qui m'avait gagné tout à coup ne m'empêchait pas de remarquer les choses avec exactitude et lucidité, jusqu'à être presque tentée d'en rire, et pendant que Quantorzo me réprimandait avec véhémence, je posais exprès quelques questions de curiosité puérile sur tel ou tel objet de la chambre. Pendant ce temps, je songeais presque machinalement que, dans son enfance, on avait fait à Stefano Fierbo des pointes de feu dans le dos, et que, bien qu'on ne lui vît pas de bosse, toute sa charpente osseuse était celle d'un bossu. Oui, juché sur des pattes d'oiseau, longues et grêles, élégant, certes, oui, un faux bossu élégant, très réussi. Tout en réfléchissant, il me parut évident que cet homme devait se servir de son intelligence peu commune pour se venger de ceux à qui, dans leur enfance, on n'avait pas appliqué comme à lui des pointes de feu au dos. Je pensais à ces choses, je le répète, comme les aurait pensées en moi un autre devenu tout à coup étrangement froid et insouciant, moins pour me faire un écran de cette froideur qu'afin de jouer un personnage derrière, lequel il me fallait dissimuler encore tout ce qui m'apparaissait graduellement de l'effroyable vérité qui s'était en partie révélée à moi. Mais oui, tout est là, pensais-je, dans cette tyrannie.
Chacun veut imposer à autrui l'univers qu'il porte en lui, comme si cet univers était extérieur, comme si tout le monde devait en avoir une vision conforme à la sienne, et comme si les autres ne pouvaient être différents de l'image qu'il s'en fait. Les faces stupides de ses employés se présentèrent de nouveau à mes yeux. Et je continuai à songer. Mais oui. Quelle réalité la majorité des hommes réussissent-ils à établir en eux? Misérables, faillibles, incertaines. Et les tyrans en profitent. Ou plutôt, ils ont l'illusion d'en profiter en imposant de gré ou de force à autrui le sens et la valeur qu'ils s'assignent à eux-mêmes, à eux-mêmes, aux autres et aux choses, de manière à ce que chacun voie et sente, pense et parle à leur façon. Je me levai et m'approchai de la fenêtre avec un grand soulagement. Puis je me tournai vers Quantorzo, qui, interrompu au point culminant de son discours, me regardait en ouvrant de grands yeux et, poursuivant la pensée qui me torturait, je lui dis « Mais quoi? Mais quoi? Il s'illusionne !» Qui s'illusionne? Mais ceux qui veulent dominer. Monsieur Fierbo, par exemple. Il s'illusionne parce qu'à la vérité, mon ami, ils ne réussissent pas à imposer autre chose que des mots. Des mots. Comprends-tu? Des mots que chacun comprend et répète à sa façon. Et c'est pourtant ainsi que se forme ce qu'on appelle l'opinion courante. Et malheur à celui qui, un beau jour, trouve étiqueté un de ces mots que chacun répète, par exemple usurier, par exemple fou. Dis-moi comment demeurer calme à la pensée que quelqu'un s'acharne à persuader les autres que tu es tel qu'il te voit lui, à te graver dans l'esprit des autres conforme au jugement qu'il a émis et à empêcher que les autres te voient et te jugent de manière différente. J'avais à peine eu le temps de remarquer l'ébahissement de Quantorzo que je revis Stefano Fierbo devant moi. Son regard m'apprit qu'en peu d'instants, je m'en étais fait un ennemi. Et aussitôt, je lui devins hostile à mon tour. Hostile parce qu'il ne comprenait pas que malgré la cruauté de mes reproches, l'élan qui peu auparavant m'avait soulevé n'était pas dirigé contre lui en particulier, et que même j'étais prêt à lui en demander pardon. Comme en état d'ivresse, je fis davantage. Au moment où il s'avançait vers moi, agité et menaçant, en me disant « J'exige que tu me rendes compte de ce que tu as dit de ma femme », je m'agenouillai. « Mais oui, regarde !» criai-je, ainsi. Et du front, je touchai le sol. Mais mon geste aussitôt me fit horreur. Ou plutôt, la pensée que Fierbo l'interpréterait comme une marque de repentir à son égard. Je le regardais en riant et par deux fois encore, me prosternais. C'est toi, pas moi, comprends-tu, qui devrais être dans cette attitude devant ta femme. Et moi et lui, et nous tous, nous devrions être ainsi devant ceux qu'on appelle les fous. D'un bond, je me remis sur pied hors de moi. Tous deux échangeaient des regards épouvantés. L'un demanda à l'autre « Mais que dit-il » ? « Des mots nouveaux !» criai-je. « Voulez-vous les entendre ? Allez là, là où vous enfermez les fous. Allez les écouter parler. Vous les tenez sous les verrous pour votre convenance personnelle. » Je saisis Fierbo par le collet de sa jaquette et le secouai en riant. « Comprends-tu, Stefano ? Ce n'est pas à toi seul que j'en veux. Oh, tu t'es senti offensé, mais non, mon ami. Que disait de toi ta femme ? Que tu es un libertin, un voleur, un faussaire, un imposteur et que tu mens sans arrêt. Ce n'est pas vrai. Personne ne le croit. Mais quand tu ne l'avais pas encore fait interner, hein ? Nous étions tous là, à l'écouter, épouvantés. Je voudrais bien savoir pourquoi. » Fierbo me regarda à peine et, tourné vers Quantorzo, comme pour lui demander conseil avec une inquiétude niaise, il dit « Oh, mais précisément parce que nul n'y pouvait y croire. » « Ah non, mon cher, lui criai-je. Regardez-moi bien dans les yeux. »« Que prétends-tu insinuer ?»« Regarde-moi bien dans les yeux, répétai-je. Je ne dis pas que ce soit vrai, rassure-toi. » Il fit un effort pour me regarder et blêmit. « Tu vois, criai-je, alors. Tu vois, toi aussi. Voilà que tes yeux aussi sont pleins d'effroi.
Mais parce qu'il me semble que tu deviens fou, me hurla-t-il à la face, exaspéré. J'éclatai de rire. Et je ris, longtemps, longtemps, sans pouvoir me contenir en constatant la terreur, le trouble que cette hilarité provoquait chez tous deux. Soudain, je m'arrêtai, frappé à mon tour par l'expression de leurs regards. Mon acte, mes paroles étaient certainement pour eux dépourvues de sens et de raison. Pour me ressaisir, je dis avec rudesse. Bref, j'étais venu ici, aujourd'hui, vous demander des renseignements au sujet d'un certain Marco Didio. Je voudrais savoir comment il se fait s'il ne paye pas ses loyers depuis des années et qu'on n'ait pas encore pris des mesures judiciaires pour son expulsion. Je ne prévoyais pas que ma question augmenterait encore leur stupeur. Ils se regardèrent, comme pour puiser chacun dans la vue de l'autre un réconfort qui les aida à supporter l'impression que je leur produisais. Moi, ou plutôt l'être inconnu, insoupçonné que subitement il découvrait en moi. « Mais que dis-tu ? Mais que nous racontes-tu là ?» demanda Quantorzo. « Mais vous ne comprenez pas, Marco Didio, paye-t-il ou ne paye-t-il pas de loyer ?» Ils continuèrent à se regarder, bouche bée. Un nouvel éclat de rire me secoua, mais recouvrant mon sérieux, je dis que si je m'adressais à un être imaginaire tout à coup surgi devant eux, « Et quand donc t'es-tu jamais occupé de choses pareilles ?» Ébahis plus que jamais, presque atterrés, ils cherchèrent qui venait de prononcer ces paroles, expression de leur propre pensée, et qu'ils avaient été sur le point de formuler. Se pouvait-il que ce fût moi qui les eusse dites ? Oui, continuai-je gravement. Tu sais bien que ton père a gardé tant d'années ce Marco Didio sans l'inquiéter. Comment pareille pensée t'est-elle venue à présent ? La main sur l'épaule de Quantorzo, l'air toujours aussi sérieux, mais empreint d'une lassitude anxieuse, j'ajoutai : « Je t'avertis, mon ami, que je ne suis pas mon père. » Puis posant mon entremain sur l'épaule de Firbo, « J'exige que tu prennes immédiatement les mesures nécessaires. Je suis le maître et c'est moi qui commande. Et puis, je veux avoir la liste de mes maisons avec les dossiers relatifs à chacune. Où sont-ils ? » Ces paroles étaient claires, les demandes précises. Marco Didio, liste des maisons, dossier. Eh bien, il ne me comprenait pas. Il me regardait, éperdu. Je dus répéter plusieurs fois mes ordres et me faire conduire à l'armoire qui renfermait les titres de propriété que me réclamait le notaire Stampa. Quand je fus dans la petite chambre où se trouvait cette armoire, je pris le bras de Fierbo et Quantorzo qui m'avaient mené là, comme deux automates, en les poussant dehors, je refermai la porte sur eux. Je suis certain qu'ils restèrent encore un moment derrière cette porte, à se regarder dans les yeux, hébétés, et qu'ensuite, l'un dit à l'autre : « Sûrement, il est devenu fou. » Chapitre 6. Le vol. Dès que je fus seule, cette armoire m'obséda à la façon d'un cauchemar. Sa présence m'était une gêne, comme si elle avait été animée d'une vie propre, antique gardienne inviolée des dossiers dont elle était pleine, vieille, lourde et vermoulue. Je la regardais puis promenais autour de moi mes regards baissés. La fenêtre, une vieille chaise de paille, un guéridon encore plus délabré, nu, noir et couvert de poussière, rien de plus. Le jour morne filtrait à travers les vitres si poussiéreuses et tachées de rouille qu'elles laissaient à peine transparaître les barreaux du grillage et les tuiles couleur de sang d'un toit sur lequel donnait la fenêtre. Ces tuiles, le bois verni des volets de la fenêtre, ces vitres sales, calmes immuables des choses inanimées. Et je pensais brusquement que les mains chargées de bagues de mon père s'étaient levées pour prendre des dossiers sur les rayons de cette armoire. Je les voyais, cireuses, blanches, grasses avec toutes ces bagues, et des poils roux au dos des phalanges, et je voyais ses yeux de verre, bleus et malicieux, occupés à fouiller parmi les paperasses. Et c'est ainsi donc que s'achève
cette lecture de 1 Personne et 100 000 de Luigi Pirandello. Pour connaître la suite, eh bien c'est tout simplement dans un instant d'un voyage au bout de la nuit sur C8. À tout de suite.